Bien, nous avons le plaisir, dans un concept qui est un concept européen, d'accueillir Madame Brigitte Crispin, qui est infirmière dans le service du professeur Carter de chirurgie colorectale, qui va nous faire part de son expérience dans la coordination de l'ARAC. Bonjour à tous, donc moi je suis infirmière coordinatrice de projet pour l'unité de chirurgie colorectale et on m'a demandé de venir vous partager aujourd'hui ce que j'avais pu apporter et ce que j'apporte tous les jours dans le processus de réhabilitation améliorée. Alors en guise d'introduction, je voudrais vous dire que pour nous, il y a eu deux phases. Il y a eu une phase d'implantation qui a duré 2 ans avant qu'on puisse vraiment mettre en route notre première prise en charge fast track comme nous l'appelons chez nous. Et notre premier patient a été pris en charge en 2007. Alors, je vais d'abord vous parler de la coordination du projet. Pendant cette phase d'implémentation, nous avons fait énormément de choses. Comme tout le monde, nous avons d'abord vu la littérature, nous avons fait de nombreux congrès, nous avons écouté tout ce qui se disait sur le sujet et nous avons essayé de rassembler autour de nous une équipe multidisciplinaire. Ensuite, on a eu la chance d'avoir une bourse pour pouvoir aller voir dans d'autres institutions ce qui se faisait. On a fait des protocoles, des procédures et on a créé des outils. Je vais reprendre quelques-unes des étapes où j'ai eu un rôle à jouer essentiellement. Alors d'abord dans la création du groupe. Si pour les médecins c'était quand même assez habituel de travailler ensemble, c'était plus compliqué chez nous pour inclure dans ce groupe infirmières, diététiciennes, kinés. Et donc on a d'abord dû apprivoiser les gens et leur apprendre à travailler ensemble. Et donc nous, on n'a pas eu que 5 réunions, on en a eu de nombreuses. Alors comme vous voyez, le groupe, il y a plein de gens. La seule personne qui n'est pas mentionnée sur cette dia, c'est que d'emblée, nous avions un médecin traitant qui a participé aux réunions parce que ce n'était pas le tout de voir ce qui allait se faire à l'hôpital, mais il fallait savoir ce qu'allait devenir notre patient à la sortie. Alors le groupe de départ qui s'est un peu étoffé et des personnes ont changé. La deuxième chose que nous avons fait, c'est créer un logo. Le logo émanait vraiment du groupe de tous les professionnels. On y a tous mis nos idées et on avait la chance d'avoir un kiné qui était un petit peu dessinateur et donc vraiment notre logo est issu de nos idées. Ensuite, on a écrit un article. Alors de nouveau, pour les médecins, écrire un article, c'est quelque chose d'habituel, de le signer à plusieurs. Mais on a vraiment insisté pour que j'aille voir chacun des professionnels paramédicaux pour qu'ils puissent eux aussi donner leur avis sur l'article et voir si leurs spécifications ou leurs spécificités étaient bien reprises dans cet article aussi. Phase suivante, on a eu la bourse de la Fondation Saint-Luc qui nous a permis d'aller voir à Copenhague. Et à cette époque-là, le professeur Quillette donnait des cours et donc on a eu la chance d'assister à sa manière de voir et de procéder très détaillée. Et nous avons voulu aller voir dans un autre centre pour ne pas nous faire juste à l'idée de ce centre. Et donc mon rôle a été d'organiser ces 2 visites. Étape suivante, on avait plein d'idées, mais qu'est-ce qu'on allait faire concrètement dans notre institution ? Et donc, la première étape a été de remettre tous ces professionnels autour de la table, maintenant qu'on avait plein d'idées, et de déterminer un itinéraire patient. Et cet itinéraire ne se contentait pas de ce qui allait se passer en hospitalisation, mais aussi de tout ce qui allait se passer avant même que le patient n'entre à l'hôpital. Donc, la visite chez l'anesthésiste, combinée à la visite de l'infirmière du service d'hospitalisation dont je vous parlerai tout à l'heure. La sortie du patient devait déjà être prévue, le coup de fil qu'on va lui passer 2 jours après sa sortie, la visite chez le médecin traitant 4 jours après et la visite en consultation de chirurgie entre 7 et 10 jours après la chirurgie. D'emblée, nous savions que nous aurions des patients qui seraient réhospitalisés et donc on a d'emblée inclus la salle d'urgence dans notre processus. De cette manière-là, quand un patient Fast Track revient en salle d'urgence, il a une petite carte qui l'identifie avec le logo Fast Track et l'infirmière qui le reçoit en salle d'urgence sait qu'elle doit rappeler le chirurgien qui l'a opéré, que c'est une procédure un peu particulière. C'était bien de savoir ce qu'on allait faire avec le patient, mais je pense qu'il fallait aller plus loin pour qu'on sache qui allait faire quoi. Et donc, on a écrit une procédure où vous allez retrouver pour chacune des phases les résultats attendus, dans quel délai, l'intervention, et donc dans les interventions, c'est qui va faire quoi concrètement pour le patient et de quoi avons-nous besoin pour pouvoir faire l'intervention. Alors, on a fait ça pour la période pré-hospitalisation et la consultation pré-op, mais on a aussi fait ça pour l'hospitalisation, donc avant la chirurgie, pour la salle d'opération, pour la salle de réveil, pour le retour en hospitalisation et pour la post-hospitalisation.
Alors ici, je vous ai mis qu'une page de chaque item, mais le fascicule fait environ 30 pages. Avec tout ça, on s'est rendu compte que pour nous, c'était clair ce que c'était le fast track, mais que pour le patient qui allait apprendre qu'il allait avoir une chirurgie, on venait de lui expliquer ce que c'était une chirurgie. Il a fallu créer des outils pour que le patient ait aussi une information écrite pour rentrer chez lui. Et donc, on a fait une première brochure, qui est la brochure qui est remise par le chirurgien à la consultation, où il lui explique dans les grandes lignes ce qu'est le fast track. Et puis, quand le patient revient à la consultation chez l'infirmière, il a une seconde brochure où on lui donne quelques précautions pour son retour et on lui dit quoi faire une fois qu'il sera sorti de l'hôpital, mais aussi on lui détaille son hospitalisation jour après jour, de manière à ce qu'il ait une trace de ce qu'on lui a dit. On s'est dit tout de suite qu'il faudrait évaluer nos pratiques et donc on a mis d'emblée des feuilles de suivi médicaux où on retrouvait des informations qu'on avait du mal à retrouver dans le dossier infirmier, comme par exemple, est-ce que le patient a mangé, est-ce qu'il a mangé suffisamment, des choses de ce genre-là. Et on a aussi d'emblée mis en route une feuille de kinésithérapie parce que les kinésistes ne notaient chez nous que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais donc, on ne savait pas si le patient avait effectivement marché, et s'il avait marché 20 mètres ou s'il avait marché 100 mètres. Et donc, on a mis en route cette feuille tout de suite. On était prêts, ça y est, on pouvait prendre notre premier patient. Premier patient, 17 avril 2007. Et donc, depuis, on a encore fait plein de choses. On a fait des études pour savoir s'il fallait garder la sonde urinaire, par exemple, ou si on pouvait l'enlever dès la sortie de la salle d'op. On a fait de nombreuses recherches, travaux de fin d'études. On a mis en place un kit antidouleur pour la sortie du patient. On a fait un feedback aux équipes internes, mais aussi externes, puisqu'il y avait des demandes des hôpitaux annexes pour savoir comment on fonctionnait. On a adhéré à GRACE et on adhère à la base de données ERAS. Alors, qu'est-ce que je fais là-dedans? Je permets à tous les gens qui doivent faire de la recherche d'accéder aux informations. Je les aide à compléter les données et je les soutiens. Par exemple, je vais vérifier que les infirmières ont bien rempli la feuille nécessaire pour la recherche. Enfin, je dis l'infirmière, le kiné, le médecin, tous ceux qui doivent remplir une partie pour les recherches. C'est comme ça que j'ai participé essentiellement à ces 3 recherches-là, donc une thèse de doctorat, un travail de fin d'études pour la médecine générale et un travail de master en sciences infirmières. Donc, comme je vous ai dit, on a voulu faire le feedback de ce qu'on faisait parce qu'il y avait de nombreuses questions et donc on a organisé une soirée où on a partagé notre expérience, mais où aussi on a voulu faire témoigner des patients sur la manière dont eux voyaient les choses, parce que c'est bien que nous, on soit satisfaits, mais eux l'étaient-ils? D'emblée, on s'était dit qu'il faudrait évaluer et d'emblée, on s'est dit qu'il y avait 5 indicateurs à côté duquel on ne pouvait pas passer, qui étaient la satisfaction du patient, qui était le processus, est-ce que les délais que nous nous étions fixés, par exemple, pour la consultation étaient respectés, qui était la clinique, quelle était la douleur, est-ce que le patient se mobilisait effectivement ou pas, la satisfaction du personnel, puisqu'au départ, les équipes étaient vraiment très réticentes, et l'aspect financier. Alors, mon travail n'est pas de réaliser toutes ces études au quotidien, mais de vérifier qu'elles se font bien et en fonction des résultats, de remédier aux problèmes qui auraient pu être détectés pour que la procédure soit toujours respectée. Et d'adapter la procédure, évidemment, en fonction des études et de ce qui sort tous les jours. Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais elle parle beaucoup, mais au chevet du patient, qui est-ce qui s'en occupe finalement ? Chez nous, ce rôle est dédié à une infirmière responsable fast-track qui est dans l'unité et à l'infirmière chef de service. Elles ont 4 fonctions essentielles qui sont l'information préopératoire, la vérification de l'application des procédures, l'information à la sortie et le contact téléphonique du patient. Alors, à l'information préopératoire, cette personne de référence se présente au patient et sera pour le patient une personne de référence pendant toute sa prise en charge hospitalière en tout cas. On part de ce que le patient sait et on lui donne les informations sur son hospitalisation. On répond à ces questions et on continue par une anamnèse infirmière qui va nous permettre de détecter d'autres problèmes éventuels, comme par exemple un patient qui ne serait pas accompagné à la sortie au retour à la maison. On mesure les bas, petit détail pratique. Elles vont vérifier que tous les professionnels appliquent toujours les procédures. Et donc, par exemple, quand il arrive des nouveaux assistants, soit ils sont déjà bien au courant de la procédure parce qu'ils l'ont pratiquée ailleurs, il y a juste quelques petites adaptations, soit il faut leur réexpliquer. S'il faut réexpliquer, je vais prendre du temps pour leur expliquer, mais elles vont me dire, il y a un problème, il faut faire quelque chose. Par rapport à la sortie, quand le patient
reçoit son autorisation de sortie du médecin, l'infirmière responsable va aller le trouver pour s'assurer que le patient saura qui appeler en cas de problème. Et chez nous, il a été décidé que la première personne à appeler était le médecin traitant, et ensuite, s'il n'y avait pas de réponse, la salle d'urgence, ou si la réponse était insatisfaisante. On remet le kit antidouleur au patient en lui expliquant comment l'utiliser à la maison si c'est nécessaire. On s'assure que le patient a bien prévu sa consultation de suivi chez le médecin traitant, et on le prévient qu'on va l'appeler 2 jours plus tard. Au départ, on passait un petit coup de fil et on s'est rendu compte que les informations qu'on récoltait n'étaient pas toujours identiques et qu'on oubliait parfois de poser certaines questions. Et donc maintenant, on a une feuille de suivi téléphonique qui doit être remplie par l'infirmière qui appelle de manière à n'oublier aucun item quand on a le patient au bout du fil. En conclusion, je pourrais vous dire que le rôle de l'infirmière de coordination est différent selon les étapes et selon la place qu'elle occupe. Pendant la phase d'implémentation, mon rôle a été essentiellement d'aider à la création du groupe, préparer les visites, élaborer la procédure, élaborer les outils et assurer des contacts en faisant de l'information des différents partenaires. Au quotidien, c'est veiller à la recherche et veiller au maintien à jour des procédures, c'est l'accompagnement des étudiants, c'est évaluer les procédures et les modifier en fonction des problèmes ou besoins et continuer l'information des différents professionnels. Par contre, le rôle de la coordinatrice au chevet du patient est l'information préopératoire, l'application des procédures, l'information pour la sortie et les contacts téléphoniques. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est une expérience très intéressante. Je ne sais pas si elle est partagée ici dans la salle. Moi, je voulais vous poser une question. En fait, c'est une sorte, l'infirmière de coordination de réhabilitation, une sorte d'équipe mobile. Et c'est une démarche qu'on a connue pour la prise en charge de la douleur, pour les soins palliatifs, mais aussi peut-être la stomathérapie, des choses comme ça, des infirmières dédiées. Et donc, c'est dans le fond, on décèle un projet et on va mettre un groupe projet qui va faire avancer les choses. Qu'est-ce que vous avez comme outil pour tester la pertinence de ce que vous avez fait? C'est-à-dire, dans le fond, qu'est-ce que vous avez amélioré depuis la mise en place de l'ensemble de ces mesures et de votre équipe? Alors, on a changé les techniques, ça c'est une chose, puisque au départ, il y avait encore des drains, il y avait encore des sondes nasogastriques, enfin, tout ce qu'on a dit qu'il fallait faire a été changé petit à petit, parce qu'on est parti vraiment de très loin. On avait des drains, des sondes, enfin, plein de choses. On est passé d'une hospitalisation de 10 jours à 5 jours, et donc les équipes étaient, surtout les équipes infirmières au départ, étaient très réticentes. Certains m'ont même dit, moi, si c'est ça la prise en charge des patients en chirurgie colorectale, je m'en vais, je ne continue pas comme ça. Et en fait, elles se sont rendues compte que le contact qu'elles avaient avec le patient à partir du 5e jusqu'à la sortie du patient, du 5e jour jusqu'à sa sortie, elles pouvaient l'avoir dès le 1er jour post-opératoire. Et donc, à partir du moment où elles se sont rendues compte de ça, il n'y en a plus une il y en a aucune qui est partie, et elles sont même très contentes et elles voudraient que tous nos patients maintenant soient en fast track. Et donc ça, c'est un souhait. Alors, on a changé nos pratiques. Et c'est pour ça, je pense qu'il nous a fallu 2 ans pour y arriver, parce qu'on a fait les choses progressivement en impliquant tout le monde. Oui. Donc ça, c'est les 5 indicateurs que j'avais dans ma présentation. Donc régulièrement, les indicateurs de satisfaction du patient sont évalués chaque année. Les indicateurs financiers, bien sûr, chaque année aussi. Et vous êtes à combien d'indice de satisfaction? 82%. 9,8 pour les patients fast track. 9,8 pour les patients fast track et 9,4 pour les autres, oui. C'est pour mettre un peu d'eau à votre moulin. Je vais faire une thèse sur le fast track. À ce moment-là, c'était le fast track. En 2006, soutenance de la thèse en 2007. Et en 2008, on a fait le point. On a vu que tout le monde travaillait très bien, que la plupart des items étaient appliqués. On n'avait pas d'infirmière. Et au bout d'1 an ou 2, plouf, tout est tombé. C'est quand on a mis une infirmière référente qu'on a vu les choses remonter, alors que l'équipe médicale n'a pas changé. Les pratiques, on pensait que les pratiques ne changeaient pas. Et il nous fallait donc une personne qui coordonne tout ça, qui centralise la surveillance de l'implémentation. Une question, cette infirmière de coordination, est-ce que c'est un poste qui a été créé en disant on va dégager un bénéfice à faire sortir le patient plutôt pour les mêmes gestes, ou est-ce que c'est
un membre de l'équipe qui a pris cette spécificité-là, auquel cas, elle a peut-être laissé tomber autre chose. Alors, moi, j'avais été nommée infirmière de coordination de projet, donc je n'ai pas que le projet Fast Track, je m'occupe de la CHIP, je m'occupe de différents autres projets dans l'institution. Et c'est pour ça que c'est l'infirmière-chef qui est au chevet du patient tous les jours, qui, elle, consacre du temps, de son temps, je vais dire d'hospitalisation, à faire des consultations préopératoires, parce qu'elle estime que le temps qu'elle perd à faire cette information préopératoire, elle le gagne après en hospitalisation. Et donc, on n'a pas engagé de personnes spécifiques pour occuper ce poste. Je vais prononcer un gros mot. Est-ce que les cliniques universitaires Saint-Luc ont été contentes sur le plan financier? Bien sûr, mais M. Cartezer a toujours dit en commençant le projet que pour nous, ce n'était pas le bénéfice financier que nous cherchions, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il a vendu le projet aux instances supérieures, c'était la qualité de la prise en charge du patient et la qualité de vie du patient. Et donc quand il explique au patient, il ne lui dit pas une réduction du temps de séjour, il lui dit une réduction des effets négatifs de votre chirurgie, de votre hospitalisation. Juste un commentaire. À Lyon, sur 5 services, il a été fait une étude médico-économique sur 5 services, orthopédie, chirurgie digestive, gynéco, uro, et puis le 5e, j'ai oublié, en tenant compte de l'embauche d'une infirmière, en tenant compte de la formation du personnel, les hospices civils de Lyon, en une année, gagnent 200 000 €. Donc l'investissement d'un poste d'infirmière mérite d'être fait. Ouais, juste une petite question sur les patients éligibles. Pourquoi vous n'incorporez pas tout le monde? Parce que tout le monde peut avoir une réduction de sa durée de séjour. On avait commencé au départ, par exemple, en incluant les patients qui avaient des Crohn et des rectocolites, et on s'est rendu compte que très souvent leur pathologie et leur psychologie faisaient qu'on n'arrivait pas à les faire sortir systématiquement au temps prévu. Donc chez eux, on applique ce qu'on appelle un simili fast track. Mais on ne les fait pas rentrer dans nos études fast track réellement, parce que oui, un pseudo fast track, un simili fast track, ça dépend quel nom on lui donne. On s'est rendu compte de ça. À côté de ça, les patients qui arrivent en chaise roulante déjà à la consultation, je ne peux pas leur demander d'être dans le couloir au jour 2 à marcher, c'est impossible. Donc voilà, c'est un peu nos critères qui font que... Mais on n'a par exemple pas de critères d'âge. On a eu dernièrement une dame de 82 ans qui était en super forme physique. On ne voyait pas pourquoi ne pas l'inclure dans le programme. Par contre, on en a eu de 60 ans qu'on n'a pas inclus parce qu'ils étaient polypathologiques à côté et qu'on savait que ça ne marcherait pas. Donc, ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui est en fauteuil roulant, il va rester longtemps hospitalisé? Non, pas nécessairement. Mais ça nécessite vraiment, alors qu'il soit pris le premier le matin et que les kinés soient là, parce que l'équipe de nuit ne va peut-être pas le lever s'il est le 2e ou le 3e au programme opératoire. Juste un commentaire par rapport à ça, et je ne veux pas accaparer la parole. Les MICI, les maladies inflammatoires de l'intestin, les malades en fauteuil roulant, etc., même si on ne gagne pas en termes de durée d'hospitalisation, on gagnera en morbidité. C'est-à-dire, ils se compliquent moins, ces malades. Et c'est un bénéfice pour eux, même s'ils restent autant de jours qu'un malade non fast-track. Juste parce qu'on me dit que vous êtes orthopédiste, moi je vais vous donner une petite réflexion, parce qu'on avait invité notre ami Kellett là, nous faire une grande conférence, et donc il dit, en ce qui concerne la thromboprophylaxie, vous savez que la thromboprophylaxie c'est un marché financier énorme. Il dit les grands essais qu'on voit dans le New England, le Lancet, etc., ils sont faits avec des durées d'hospitalisation sur les prothèses de hanche ou de genou qui sont de l'ordre de 10 à 15 jours. Il dit maintenant, les gens, ils sortent au bout de 2 jours. Et la question, c'est les modèles qu'on connaît de prévention de thromboprophylaxie sur 6 semaines après une prothèse de hanche, sont-ils toujours pertinents? Si jamais ils ne l'étaient pas, on voit une économie mais énorme en termes d'économie de santé. Donc il y a des impacts quand même. Effectivement, il y a le coût d'une infirmière supplémentaire. Vous n'êtes pas supplémentaire, vous êtes absolument au centre de tout. Donc une infirmière de plus, alors ça impacte mon budget. Mais derrière, le gain, il peut être considérable. On est d'accord, mais les grandes cohortes de prothèses de hanche ou de prothèses de genou, quand on a des durées de séjour qui atteignent 2 jours, et derrière, on s'aperçoit que les grosses reprises de prothèses de hanche ou de prothèses de genou qu'on gardait facilement 15 jours, finalement, on les garde 6 jours, allez, pas plus de 6 jours, et qu'on a envie également de les faire rentrer dans le même processus, puisqu'on améliore la qualité des soins. Et c'est pour ça qu'on a des pseudo-fast-track, par exemple, pour les Mickey. Avant, il restait peut-être 12-14 jours, et maintenant, il ne reste pas 4 jours. Mais il ne faut peut-être pas les appeler pseudo-fast-track. Oui, c'est un fast-track approprié à la pathologie. Approprié à la pathologie qui est devant soi, tout à fait. Je dirais qu'il ne faudrait pas parler de fast-track ou non fast-track, c'est-à-dire que tous devraient bénéficier du fast-track. Exactement.
avec les 17 Adapté items qu'on a vus. adapté À la à limite, la si on fait 16 des items et qu'on ne fait pas le 17, autrement dit l'audit, c'est même pas du fast track, alors qu'ils ne sont pas nombreux ceux qui font l'audit. Donc à la limite, on devrait tous faire un peu de fast track, peu ou prou, et il faut peut-être arrêter de dire c'est du fast track ou c'est pas du fast track. Tous peuvent en bénéficier, et après on s'adapte en fonction des patients. Merci beaucoup, Madame Crispin, de cette illustration très pragmatique de l'implémentation d'un programme RAC dans un service.